atilo kwa atala ko muna ti. Linga kiyo mingi, Janina. Baba nsajala kalamu. Taba ndako beba pakiti za asuku pakiti buka la. Fidèles téléspectateurs de la FM Télévision, bonjour et bienvenue dans notre émission Le Peuple s'exprime, votre émission de tous les jours sur votre chaîne préférée, la FM Télévision, reçoit en ce jour l'ancien ministre de Transport, l'ancien ministre provincial des Transports dans la ville province de Kinshasa, Rodim Pika Massamba. C'est avec lui que nous allons balayer toutes les questions d'actualité de l'heure, notamment ces problèmes des transports qui fait couler encre et salive dans la ville de Kinshasa. Il y a également les problèmes de la baisse du dollar où la spéculation gagne des terrains, sans oublier plusieurs autres questions d'actualité qui fâchent, notamment les discours du président de la République aux Nations Unies, également la démission du président de l'Assemblée nationale et d'autres questions d'actualité beaucoup plus. Et surtout, nous allons parler transport à Kinshasa et c'est avec lui que nous préférons aborder toutes ces questions. Et sans plus tarder, nous allons recevoir Monsieur le ministre. Excellence, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui après plusieurs années. Ah oui, ben on est toujours là. Même si on travaille dans l'ombre, on réfléchit, on analyse, mais on est là. On est là. Dans l'ombre, toujours, vous êtes dans la politique, j'espère. Naturellement. À Bako, toujours. À Bakiste, oui. À Bakiste, c'est quoi la pour différence? le moment, on s'est mis un peu en retrait par rapport aux fonctions que nous avons dans la direction du parti. Et nous sommes en train d'entrevoir d'autres possibilités politiques par rapport aux échéances à venir. Vraiment, mais sinon vous êtes toujours actif. Naturellement, je venais de le dire, on ne peut faire que ça. Je suis un homme des médias, oui. Je suis journaliste de formation et professionnel. Et j'ai décidé de venir sur la scène politique, apporter ce qu'on a, et on ne change pas. Donc on reste parce que nous savons que ce que nous avons toujours fait, au niveau de la responsabilité publique, nous le faisons de façon positive et nous y demeurons. On sera toujours au service de notre population, de notre pays. Vraiment, je l'ai dit tantôt, vous étiez ancien ministre de Transport à l'époque du gouverneur André Kimbuta. Et vous avez connu ces secteurs, vous avez travaillé. Je préfère commencer avec ces problèmes des transports à Kinshasa. Vous avez géré à ces moments-là les transports à Kinshasa par rapport à la gestion d'aujourd'hui. Comment vous trouvez les transports, les problèmes de transport à Kinshasa? Bon, le constat est simple, c'est qu'il y a beaucoup plus de difficultés aujourd'hui, notamment les embouteillages. Surtout outre les embouteillages, nous n'avons plus une société de transport pour la ville province de Kinshasa. Hier, on avait la Retranskin. La Retranskin ne vit plus apparemment. Oui, bon, il y a eu aussi Transco aujourd'hui qui connaît un certain nombre de Transco, problèmes. C'était pour le gouvernement national. Oui, central, oui, mais c'est une entreprise qui travaillait beaucoup plus, qui s'activait beaucoup plus au niveau de la capitale. Mais les deux situations sont divergentes, sont différentes. Je ne peux pas aujourd'hui venir ici dire que ceux qui sont là ne font pas le travail correctement. Ça serait une critique trop aisée, parce que à notre époque il y avait d'autres réalités, mais nous estimons qu'il y a d'autres choses qui pouvaient être bien faites et qui ne le sont pas. Bon, mais on ne peut pas donner des explications ou bien condamner parce que nous n'avons pas la réalité de la gestion entre les mains. Aujourd'hui, nous n'avons que la capacité analytique de la question. Mais vous parlez des embouteillages. Moi, je pense qu'au niveau des embouteillages pour la ville province de Kinshasa, le gouvernement provincial actuel et même national, les deux ont essayé un certain nombre de mesures qui n'ont pas fonctionné correctement. Et je pense que cela est dû tout simplement au fait qu'il y a de plus en plus, et je ne peux pas appeler ça une
surpopulation, mais un déferlement des citoyens congolais qui quittent des provinces vers Kinshasa. Et hier, en tant que ministre provincial de transport, j'avais peut-être 9-8 millions de personnes à gérer, assurer au moins les déplacements d'1 million de personnes par jour. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement provincial actuel devra assurer le déplacement au moins de 3 millions, 4 millions de personnes. Ce n'est pas la même chose. Donc le problème, c'est le nombre. Non, mais il y a le problème des nombres, mais il y a aussi le problème des réponses. Je pense que, je peux l'avouer, le gouvernement Kimbuta a fait 12 ans. Oui. Je crois que nous avons très mal répondu à ces questions. Nous n'avons pas été prévoyants. Je sais qu'il y a des dispositions que nous aurions dû prendre. Et ceux qui viennent pour le futur qui est aujourd'hui. Voilà, donc ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir subissent les conséquences. Payent un peu le prix que nous aurions dû payer hier. Parce que je peux donner des exemples. Un exemple simple. Nous, le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, nous avions eu $1 million des prêts bancaires pour non seulement construire comment est-ce qu'on appelle ça, ça m'échappe un peu les termes, c'est-à-dire nous avions eu $1 million pour investir dans le domaine des transports, pour avoir les arrêts, justement j'ai parlé des arrêts de bus et des parkings. Et les 1 million qu'on a pris, au lieu de l'affecter dans le domaine des transports, nous l'avons mis dans le domaine de la santé. Vous avez l'hôpital d'Ingirngir. Je ne dis pas que ce n'était pas une priorité, mais vous ne pouvez pas avoir un schéma, une vision bien établie, parce qu'au niveau, là ici je parle comme un ancien ministre des Transports, les précautions, nous ne les avons pas prises. Nous prenons aussi le cas de la société urbaine des transports. Il y a eu la Retranskin 1, il y a eu la Retranskin 2. Je crois que si vous suivez les archives, vous allez fouiller dans les archives, vous verrez que nous avions déjà pris les précautions que au niveau de la ville province de Kinshasa, on ne peut plus avoir une entreprise de transport à caractère social. Parce qu'on sait comment toutes les entreprises ont fini. OTCZ, Sotraz, toutes ces entreprises, on sait comment elles ont fini. Et Retranskin a fini de la même manière. Qu'un bus aujourd'hui, donc oui, parce que quand moi je suis arrivé, j'ai trouvé 20 bus. Mais sur les 20 bus, je les ai trouvés en train de cannibaliser les bus pour en arriver à 8. Dans une ville comme Kinshasa. Alors nous avons fait des propositions, une autre projection, et aujourd'hui, si j'avais quelque chose à dire au gouverneur actuel, vraiment comme conseil qu'il ne fasse pas une entreprise de transport à caractère social. Il faut une entreprise commerciale. Et ça, c'est un premier aspect. Du genre esprit de vie? Oui, mais esprit de vie est trop personnalisé, et je vais arriver. Mais l'esprit de vie, c'est bon. Mais ils n'ont pas été organisés. Et même le transport qu'on a, les D107, il y a eu des projections pour prévoir justement ce qui est arrivé. J'étais contre, et nous étions contre, que quelqu'un achète son bus et qu'il le mette sur le riz de Kinshasa. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Parce que, au fait, il y a le niveau de privatisation dans le secteur du transport à Kinshasa est tellement élevé, à près de 90%. Ce qui fait que le pouvoir public n'a pas une vraie mise, disons même, il est dépourvu de moyens, de possibilités politiques et de programmation pour arriver à planifier la mobilité dans la ville province de Kinshasa.
Et par rapport et là, excusez, là, je poursuis. Donc, pour moi, j'avais préconisé que les gens qui ont, par exemple, des bus, de les regrouper dans des combinats, de façon à avoir, et même au niveau de la fiscalité, avoir des incidences positives pour le gouvernement provincial. Parce que l'exécutif provincial ne peut pas avoir une vision, ne peut pas avoir des projections s'il n'a pas de moyens. Donc, pour moi, le secteur du transport, c'est un secteur extrêmement important qui est aussi un secteur qui contribue au niveau de la maximisation des recettes de la ville province de Kinshasa. Et vous verrez, ce n'est pas que je m'invente. Avant moi, on connaissait et on savait que le ministère provincial des Transports est un ministère budgétivore. Mais c'est quand je suis arrivé que nous avons changé, nous avons travaillé avec le ministère provincial des Finances. Et aujourd'hui, je sais que le ministère provincial des Finances est une source de recettes importante pour la ville province de Kinshasa. Bon. Mais là, ce n'est pas vraiment toutes les solutions. Il y a beaucoup de solutions. Par exemple, pour le moment, il y a aussi beaucoup de problèmes. Mais pour le moment, les gens ne le disent pas. Je ne suis pas en train de critiquer mon propre gouvernement. Vraiment, c'est ce qui m'étonne. Mais non, je suis en train de dire des réalités. Mais d'abord, je ne critique pas parce que vous savez pourquoi je suis parti du gouvernement. Parce que j'ai dit non. Mais vous le savez. Oui. Alors, je suis allé voir, à l'époque, journaliste, aujourd'hui Excellence, Eliezer, l'honorable Eliezer, son Excellence Eliezer, j'ai fait une émission où j'ai décrié toute la situation. Et aujourd'hui, nous voyons les conséquences. C'est pour cela que je suis beaucoup plus à l'aise d'en parler, parce que je m'étais dit il faut un plan de mobilité pour la ville de province de Kinshasa. Et nous avons commencé, nous avons fait avec l'Union européenne. Mais est-ce que notre gouvernement avait avancé? Non, on a fait avec les Japonais. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Imaginez, nous avons fait 12 ans au pouvoir. Moi, je n'ai pas été 12 ans ministre. Mais, j'ai dit nous, c'est notre gouvernement. 12 ans au pouvoir. Combien d'avenues que vous connaissez? Combien? Nous n'avons que Kimbuta, l'avenue Kimbuta. Mais aujourd'hui, Kinshasa, on voit que c'est un chantier. Et je crois que quand ils auront fini, on va avoir d'autres solutions. Moi, je pense qu'il faut dire des choses correctement. On n'a pas été prévenu. Je ne vais pas être étonné comme tout le monde qui nous suit. Vous êtes étonné? Oui, parce que je me dis, vous étiez là. Et pourquoi vous n'avez pas apporté toutes ces solutions? Mais je viens de vous dire que je les ai. Bon, je n'aime pas tellement parler en termes de jeu. Parce que tout ce que nous avons fait, en tant que ministre des nous l'avons fait, nous avons apporté beaucoup de réformes. Aujourd'hui, je peux vous donner un exemple. À l'époque, les contrôles techniques n'étaient pas exigibles. Et les contrôles techniques n'avaient pas de conséquences positives financières pour la ville province de Kinshasa. Nous l'avons fait. Ça, c'est parmi vos innovations. Mais même le trait urbain, quand moi j'arrive comme ministre provincial, on ne parlait plus de trait urbain. C'était la première action, le premier acte que j'ai posé, c'est la remise du train urbain avec la coopération technique belge. Et je me souviens que les gens m'avaient dit que c'était impossible. Et nous l'avons fait et nous nous sommes mis avec l'ancien ministre de la population, son excellent Godard Montemona. Donc, mais quand j'arrivais, on disait que c'était impossible. Il y a des choses qu'on fait pour le pays. Et regardez même au niveau, je venais de vous parler de la fiscalité. Et même pendant que nous étions là, c'est nous qui avions élaboré l'arrêté sur l'exploitation des cyclomoteurs, ce que vous appelez les motos, ici à Kinshasa. Et vous avez vu la gestion qui était la nôtre, et vous voyez la gestion qui est aujourd'hui. C'est le désordre. Il n'y a pas de sanction, il n'y a rien du tout. Parce que, comme je venais de le dire, les secteurs de transport dans la ville, province de Kinshasa, et peut-être même dans l'ensemble de la République, surtout le transport routier et le transport fluvial, c'est entre les mains des privés qui font ce qu'ils veulent.
C'est ça, avec la tarification, surtout, il n'y a pas respect pour le prix de transport, le prix de la pause. Mais non, mais j'ai dit qu'à notre époque, ça ne se faisait pas. Il y avait de la Écoutez, rigueur. mais aujourd'hui, même quand je vois les agents de transport, par-ci, par-là, à Kinshasa, quand moi je suis arrivé, j'ai trouvé 97 fourrières. Et aujourd'hui, on me dit qu'il y en a encore plus. Vraiment. Mais moi, j'ai fait la réforme. Mais si aujourd'hui, je ne suis pas en train de me vanter, mais allez demander à tous les agents de transport, allez leur faites un sondage. Si j'ai 80%, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi, tous les agents de transport disent que c'est avec celui-là qu'on a bien travaillé. Je le sais, je dis, si vous faites un sondage aujourd'hui, vous descendez chez les agents de transport, vous dites lequel de tous les ministres du transport que vous avez connus, que vous souhaitez qu'ils rentrent là, mais qu'ils soient là. Ils vont dire, oh, si j'ai 80% d'opinion favorable, c'est-à-dire j'aurais échoué. Parce que ça, vous reconnaissez au moins qu'actuellement, il y a du désordre avec ces agents de transport par rapport au travail. Non, il y a toujours eu des désordres parce qu'on n'a pas voulu. Je vais vous donner encore un exemple. Vous savez que quand moi j'étais là, j'étais ministre du Transport avec la division, ce n'est pas n'importe quel agent qui descendait sur le terrain. C'est ça le problème. Ce n'est pas n'importe quel agent. Vous ne pouvez pas descendre comme ça. Et puis, avant de descendre, même s'ils ont l'ordre de service, mais ils devaient passer par un séminaire de renforcement des capacités et qui était animé par les techniciens et que moi j'ai participé à ce séminaire. Et les agents savaient que, par exemple, aucun agent de transport pouvait à ce moment-là aller, par exemple, dévaliser une voiture, prendre la batterie de quelqu'un, bien entrer dedans. On ne le faisait pas parce que les agents ne descendaient pas n'importe comment sur terrain. Il y avait des mesures qui étaient prises. Mais vous n'avez pas sécurisé ces mesures-là pour que ça soit mis en application. Mais c'est les problèmes. Bon, écoutez, c'est les problèmes dans notre pays. On va parler de l'insalubrité publique. Mais il y a toujours le problème qui revient, c'est-à-dire que ça soit dans d'autres provinces que dans la ville province de Kinshasa, c'est d'avoir une capacité de maintenir pour une très longue durée les mesures que prennent les autorités. Manque de suivi. Oui. Ce n'est pas un manque de suivi, c'est-à-dire quand il y a changement de ministre ou de gouvernement, ce qui arrive néglige les mesures prises par ce que les autres ont fait, ils le mettent de côté, ils viennent avec autre chose. Mais moi, par exemple, au niveau de la culture, je peux dire 80% de ce que je fais, j'ai épuisé dans les projets de Taboulay. J'ai trouvé qu'il avait une vision réaliste de l'évolution de notre culture, de la pratique de la culture dans notre pays. Il y a beaucoup de choses qu'on avait fait ici à Kinshasa que nous avons fait. Est-ce que vous savez que même la Soneka, Sokoda et tout ça, demandait à Blaise Boula, aux autres, tout ça. Non, moi je parle de ceux qui dirigeaient. C'est un grand frère, pas de problème, mais je parle de ceux qui dirigeaient la structure à ce moment-là. Il y avait les Jacques Boïzé, mais c'est nous qui avons donné les dons qui a amené à ce qu'aujourd'hui, qu'on reprenne à payer quand même cette structure. Pendant que j'étais ministre de la Culture, le 1er août, tous nos artistes décédés, qui ont laissé des enfants non scolarisés, et il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire, mais il y avait des artistes, après les avoir enterrés, vous quittez, vous les laissez au cimetière. Après, quand vous allez là-bas, c'était... Je ne peux même pas citer de noms. Sous notre mandat, nous avons... Je ne viens pas parler de moi parce qu'on vient parler du pays. Mais c'est pourquoi je vais savoir, c'était des actes de charité ou c'était des mesures prises pour que ça soit... C'était des mesures prises au niveau du gouvernement parce que quand vous prenez le 1er août, il n'y avait pas que le ministre de la Culture. Il y a une fois, c'était avec le ministre de l'Éducation, avec Maman Thérèse Olenga.
une autre fois avec le gouverneur lui-même. Tout ça. Donc c'était des mesures gouvernementales qui devraient normalement être pérennisées. Et là, les artistes avaient des structures avec lesquelles nous avions eu à travailler. Et parce que, bon, il faut reconnaître toutes les structures créées sous la Deuxième République au niveau de la culture, aujourd'hui n'ont pas de répondants. Les fonds Mobutu Sese Seko, on sait comment ça s'est terminé. Il y avait encore le fonds de promotion culturelle, il y avait encore un autre fonds là, mais il y avait des millions. Mobutu a mis, je pense, 20 millions de dollars sur les fonds Mobutu Sese Seko qui sont partis comme ça. La maison Le Collet, ça n'existe plus. Bon, tout ça, on a aujourd'hui, si les jeunes veulent écrire, ils ont quel soutien? Et nous avons commencé à les remettre. Bon, malheureusement, bon, la politique aidant, bon, il faut qu'il y ait des changements, il faut que tout le monde travaille. Vraiment, tout le monde doit travailler. Nous allons d'abord terminer avec ces problèmes des transports en commun. Les transports est difficile à Kinshasa, vous l'avez dit, par rapport au surpeuplement. Il y a aussi le manque de bus de l'État à Kinshasa. Ces problèmes également des agents de transport qui tracassent par-ci, par-là et chaque jour. Il y a aussi un chauffeur, un conducteur de véhicule qui me disait il n'y a pas des moments où, même les moments de courtoisie, à l'époque on connaissait oui, novembre, décembre, il y avait courtoisie, mais actuellement il n'y en a pas. Les agents sont tous les jours sur terrain, mais apparemment vous avez dit que ce qui se passe, c'est par rapport, ça découle de la gestion de 12 ans de gouverneur André. Mais ceux qui sont en place aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour régler tous ces problèmes de transport à Kinshasa? Je venais de le dire, que on l'a dit, la critique était là et difficile. Est-ce qu'ils rencontrent les mêmes problèmes que nous avons eu que nous? Pas du tout, donc je ne peux pas me mettre à les juger. Mais je pense qu'il y a certaines responsabilités qu'ils peuvent prendre, notamment dans l'organisation d'abord de l'administration du transport. Tout part de là. Le changement que nous avions pu avoir hier, nous avons réussi à le faire parce que nous avons commencé par l'administration. Donc ils doivent également faire comme ça. Mais oui, mais parce que c'est là où il y a tout le problème. Et puis le secteur du transport a des partenaires. Parce qu'aujourd'hui on peut faire les routes. On peut avoir des sociétés de transport, des publics donc de l'État. Mais si l'organisation administrative ne suit pas, le reste ne suivra pas. C'est ça. De ce point de vue-là, le gouvernement Kimbuta avait pris un certain nombre de mesures. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi. Et ça a toujours été le cas. Et c'est ce qu'on reprochait toujours au gouvernement dans lequel nous avons été. Je ne suis pas en train de dire ici, vraiment je voudrais préciser quelque chose, que le gouvernement dans lequel j'étais n'était pas à la hauteur, non. C'est parce que vous n'avez pas terminé le mandat. Non, c'est même pas ça. Le problème, le gouvernement Kimbuta est arrivé au pouvoir difficilement. D'abord, ils n'avaient pas la majorité. Grâce à la BACO, donc mon parti. Oui. On sait comment la situation ça s'est passé. Tout le monde sait. Mais ce gouvernement entre aux affaires avec une population qui est pro-Bemba, qui est hostile au gouvernement. Quand vous n'avez pas le peuple avec vous, bon, écoutez, quand vous n'êtes pas dans le fait de l'action, vous ne le sentez pas. Mais les gens vous disent, mais nous n'allons pas payer des taxes, on ne va pas donner l'argent à ce gouvernement, on ne va pas donner l'argent à Kabila. Par exemple, je donne cet exemple-là. Donc, le gouvernement va avoir entre 12, disons les 24 premiers mois, ils ont cette difficulté-là. Et pendant les 24 mois, Kimbuta, bon là, il a réussi, il s'est mis à remettre les structures provinciales en place. Là, c'était une réussite. Ça, c'est son mérite, le mérite de ces gouvernements. Mais maintenant, dans le fait de l'action, bon, il y a eu aussi
des cas de gestion qui étaient discutables, et pour lesquels nous-mêmes nous les reconnaissons. Mais dans l'ensemble, je peux dire que son action était positive. L'action du gouvernement Kimbuta était positive, mais sauf qu'au niveau de la prévention, hein, gouverner c'est prévoir, au niveau, nous n'avions pas eu des capacités de proposition suffisantes. Mais du côté de tout peuple, on disait il y a André Solola bien, il y a André Sava. Non, mais là, c'est des quinoiseries. Les gens, même aujourd'hui. Non, Kosolola bien, qu'est-ce que ça a à voir? Attendez, Kosolola bien, qu'est-ce que ça a à voir avec la gestion de l'État? On sait que moi, je ne viens pas parler de lui si ça ne m'intéresse pas. Nous parlons de ces gestion. Oui, non, il faut parler du gouvernement. Oui. Parce que si vous parlez de Kimbuta comme personne. Non, non, par rapport à ça, lui, de façon générale, quand on parle de Kimbuta, on parle de tout ce qui est derrière lui en tant que gouverneur de la ville de Kinshasa. Non, mais moi, comme maintenant, aujourd'hui, on va parler de Bumba, parce que c'est lui le les ministres, il faut faire attention avec le gouvernement Kimbuta. Le gouvernement Kimbuta n'était pas un gouvernement PPRD. Nous, par exemple, moi, tout le monde sait, je suis Labako, membre de Labako. Nous sommes venus dans une coalition gouvernementale. Donc nous n'étions pas des cabinistes. Non, pas du tout. D'ailleurs, Labako était un parti de l'opposition. Donc c'est des efforts qu'on mais il s'est fait que, bon, on ne va pas revenir sur l'histoire. Moi qui suis devenu ministre au gouvernement Kimbuta, mais moi, je n'étais pas d'accord qu'on donne le gouvernement au PPRD. Je l'ai dit, j'ai des témoins. Mon vieux Adam Bomboli le sait, le jour du vote, j'étais au téléphone avec lui, avec le président Kimas, pour persuader nos députés à voter pour la carte MLC. Parce que c'est et tous les amis du MLC le savent, que j'étais celui qui était en conflit parce que je pensais qu'il fallait absolument que la majorité, qu'on donne la gestion de l'opposition, pardon, de la ville à l'opposition. C'était mon point de vue. Mais il y a eu des bagarres internes, tout au sein du parti. Et ça a mené à ce que je puisse entrer au gouvernement. Et je suis resté dans ma philosophie, dans ma conception de la vie. C'est-à-dire servir au lieu d'obéir la politique de la chaise ne pouvait pas payer. À Kinshasa, et ce n'est pas seulement le transport, il y a également aujourd'hui l'insécurité. À côté, il y a l'insalubrité. Comment gérer la situation actuelle? Bon, je vais dire la même chose, mais pour l'insalubrité, je crois qu'il y a un problème. C'est vrai qu'on va parler des problèmes de la gestion de la ville, mais d'abord le gouvernement actuel n'a pas les mêmes moyens que nous avions eu. Parce que nous avions eu un apport extérieur d'un montant important par mois que vous connaissez. Je ne vais pas revenir sur ça, qu'eux ils n'ont pas. Donc, on peut déduire que cet argent-là n'était pas mis en pratique pour gérer. Non, moi je ne suis pas là en train de juger ou bien de porter une critique sur la gestion de cet argent, mais j'ai dit nous avions des moyens pour faire mieux. Pour travailler pour la salubrité publique mieux que le gouvernement actuel, parce que nous avions bénéficié d'une assistance extérieure. Je vois qu'ils sont sur le plan de la pratique, sur le plan des intentions, dans une bonne direction. Mais il y a un problème. Le vrai problème, c'est est-ce que les Quinois, les Congolais, il y a des gens qui ont parlé du problème de la mentalité. Mais ce n'est pas un problème mental. Ce n'est pas un problème de la mentalité. Ce n'est pas un problème de comportement. C'est un problème de responsabilité. Et cette responsabilité, on l'appelle l'esprit public. Est-ce que les Congolais, nous les Quinois tels que nous sommes ici, nous savons qu'est-ce qu'est l'esprit public? Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les gens nous disent qu'ils travaillent. Il y a une direction qu'ils ont créée là pour la salubrité publique, là où il y a notre frère là qui est connu là-bas. Comment on l'appelle? Il est numéro 2 DGA. Là, ils ont créé une structure. Bon, mais écoutez, ces gens qui travaillent, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quand le soir, parce qu'ils travaillent la nuit, quand ils finissent d'enlever les immondices, demain matin, ils retrouvent
la même chose. Donc, il faudrait que les Kinois deviennent d'abord les premiers acteurs de la salubrité publique dans la ville-province de Kinshasa. C'est là qu'on n'a pas parlé du changement de mentalité. Ce n'est pas un problème de changement. Quelle mentalité ils vont changer? C'est un problème d'esprit public. C'est-à-dire quoi? Les citoyens doivent comprendre qu'il y a une limite dans ce qu'ils peuvent poser comme acte, parce qu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité publique, la responsabilité citoyenne. Vous ne pouvez pas sortir comme ça, vous mangez des bananes, vous jetez le reste comme ça dans la rue. Et vous mettre, lorsqu'on est pressé, il n'y a pas d'endroit pour jeter. Oui, mais même à la Gombe, on l'a mis, mais ils ont toujours agi différemment. Il y a ces problèmes-là. Mais je ne veux pas dire qu'il n'y a pas la responsabilité publique, mais je crois que ce qu'ils doivent faire, c'est vraiment sanctionner aussi ceux qui commettent des abus en rapport avec la salubrité de la ville. Et puis, je pense qu'il ramenait beaucoup plus de responsabilités au niveau des quartiers. Et des quartiers et des avenues. Surtout. Mais si vous voulez travailler au niveau du sommet, c'est un peu difficile. Je me souviens quand nous devions rendre la ville propre pour le cinquantenaire de notre indépendance. Je crois que vous avez vu que Kinshasa était propre. Hein? Oui. Mais pourquoi est-ce que nous avons réussi? C'est parce que nous avons travaillé avec des bourgmestres et chaque ministre était responsabilisé dans sa commune d'habitation. Par exemple, moi j'étais obligé de prendre Limité. Il y avait des ministres qui avaient pris 2-2, mais moi j'avais pris Limité puis une partie de Matité. Et nous avons travaillé avec des chefs de quartier. Au 30 juin, la ville était propre, tout le monde qui est arrivé. Mais maintenant, qu'est-ce qui reste? La pérennisation des actions. Maintenant, je pense que ce que le gouverneur fait maintenant, c'est bien. Maintenant, il doit commencer à penser à la pérennisation. Or, la pérennisation a un prix. Donc, il doit trouver les financements pour cela. Et les financements ne peuvent venir que de la sanction. Comment, par exemple? Ah, mais oui. Mais écoutez, mais circuler dans nos terrasses ici, dans nos marchés, tout ça. Le vrai problème, c'est que tout ce qu'il y a là comme conséquences financières au niveau de la sanction sont entre les mains des gens, dans les poches des gens. Ça n'arrive pas dans la caisse. Ça n'arrive pas au niveau de la trésorerie urbaine. Et c'est pour cela que moi, j'ai toujours pensé que dans des endroits comme ça, qui sont sources de ressources, qui sont sources génératrices de recettes, il faut que le gouvernement provincial travaille efficacement avec le numérique. Et parce que là aussi, parce que si on, je ne sais pas si on aura le temps pour parler des recettes de la ville. Ça, on va aborder un autre jour parce qu'il y a d'autres questions d'actualité qu'on doit aussi balayer, qui sont périssables. Mais c'est important parce que vous ne pouvez pas gérer une ville comme Kinshasa sans ressources. Mais écoutez, Kinshasa... C'est une grande matière également qui peut... je reviendrai. Servir, oui. On peut revenir la semaine prochaine. On va parler des recettes parce que c'est un domaine dans lequel j'ai quand même pu donner des réponses satisfaisantes dans la ville. Donc, je reviendrai. Nous allons parler des recettes parce qu'il y a un grand conflit. Un très très grand conflit. Les gens n'en parlent pas. Et certains officiels même semblent ignorer entre le numérique et les manuels. Et c'est l'administration, ce sont nos administrations, donc les services qui sont cause de cela. Et la ville perd beaucoup à cause de ça. Vraiment. La ville perd beaucoup. On va terminer avec cette question de la gestion de la ville de Kinshasa pour avoir votre idée de façon générale. S'il faut faire une comparaison entre les 12 ans du gouvernement de Kimbuta et les 7 autres dernières années, quand dites-vous, comment est-ce que vous évaluez? Oui, bon c'est une question qui est difficile. Hein? Oui. Pourquoi? Parce que les gens parlent. À tout moment, les gens disent « Ah, je suis parfois vos émissions, je suis dans le ciel, on dit « Ah, gouvernement, les Congolais sont nostalgiques. » C'est comme Mobutu. Aujourd'hui, pense que si Mobutu était là, le pays allait être autre chose, alors que nous-mêmes,
pourchasser Mobutu ici. Donc, vraiment. Je crois que Kimbuta a eu à faire ce qu'il avait à faire. Il a eu une grande responsabilité. Il n'y a pas que lui, hein, tous ces gouverneurs qui sont arrivés pour la première mandature qui devait commencer cette nouvelle constitution. Le gouverneur Kimbuta a eu le mérite de mettre les structures en place, mettre les institutions vraiment en place pour qu'on puisse avoir un fonctionnement tout à fait positif. Aujourd'hui, je pense que le gouverneur actuel, Ngobila, qui était là, ils ont bénéficié de cela. Ils ont bénéficié de cela. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'hôtel de ville, il y a eu quand même un changement par rapport au reste. Il y a le gouvernement provincial qui a ces bâtiments, les structures comme la déjà cassée, la déjà cassée pour les commencer à Kinshasa, tout ça, bon, il y a à le faire. Il a eu aussi entamé certaines réformes qui ont été positives. Bon, mais sauf que, comme je l'ai dit, il y a eu à un moment donné un relâchement et le gouvernement était devenu beaucoup plus politique que gestionnaire des affaires de l'État. Aujourd'hui, les gouvernements provinciaux actuels et les gouverneurs actuels gèrent un peu le passif, mais avec des conséquences beaucoup plus importantes et beaucoup plus négatives parce que il y a eu la population qui s'est accrue de façon tout à fait incroyable. Personne n'a imaginé que la ville de Kinshasa allait avoir une telle population. Et pour répondre à tous ces besoins, pour répondre à tout ce qu'attend la population, c'est quelque chose de difficile. Par exemple, aujourd'hui, là, je venais de vous parler des réformes dans les secteurs de transport. Oui. Et même dans le domaine de la culture. Et même, on n'a pas parlé du tourisme parce que j'étais aussi ministre du tourisme. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, ils ont d'autres défis et nous avions d'autres défis. Je crois que la comparaison n'est pas raisonnable. Moi, je pense qu'on doit juger ces gouvernements actuels à sa vision. Il a présenté un programme, nous allons juger les bilans par rapport à son programme. Mais le juger par rapport au gouvernement précédent, je trouve que c'est pas juste. Ok, c'est pas juste. On va prendre un autre problème qui fâche en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa, cette spéculation sur la baisse du taux du dollar américain. Le panier de la ménagère n'a pas changé. On ne connaît pas les taux exacts, 260, 255, 270, l'écart par rapport au taux 28, 500. Maintenant, là, on ne sait pas comprendre si les dollars s'échangent à combien. C'est quoi la raison de cette baisse? Toutes ces questions-là. Excusez-moi, là, c'est la spéculation. Il y a le taux qui est fixé par la Banque centrale, donc c'est un faux débat. Mais non applicable. Non, mais si les gens font le surenchère sur terrain, il y a des autorités pour le contraindre. Là, c'est pas un problème. Moi, j'aimerais beaucoup plus parler de ce qu'on peut avoir comme une addition de quelque chose de positif pour la population qu'on ne trouve pas. C'est-à-dire que dans notre pays, et surtout dans la ville-province de Kinshasa, quand il y a hausse de dollars les mêmes jours, vous avez des conséquences. C'est-à-dire, prenons simplement par exemple avec nos unités que nous achetons chaque jour. Si le dollar passe, aujourd'hui les gens l'échangent à 25, 26. Si le dollar passe à 28, à 10h, à 10h 2 minutes, vous avez un 100 francs, un 200 francs. 2800 automatiquement. Mais quand ça baisse, vous ne l'avez pas. C'est-à-dire, les francs restent. Cela veut dire qu'il y a un travail à faire, où il y a des mesures à prendre. Mais ces mesures-là, comme je l'ai dit, dépendent aussi de l'action publique. C'est-à-dire, on a l'impression que dans notre pays, tous ces gens qu'on appelle les commerçants, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de contraintes. La seule contrainte qu'ils ont, c'est de payer leurs taxes, leurs impôts,
Mais ce sont des gens qui font ce qu'ils veulent. Et je vais vous donner un exemple. Il y a 3 ou 4 mois, on a pris la décision que le véhicule remorque ne rentre pas, ne circule pas pendant la journée et qu'on ne puisse pas faire que les dépôts ne fonctionnent pas pendant la journée. Donc le véhicule là travaille la nuit. Dans le 24 heures, par exemple le sac de ciment qui était à 10 $ est passé à plus que 15 $. C'était eux, ils peuvent faire des contraintes au pouvoir public, mais l'inverse ce n'est pas vrai. Il faudrait maintenant que ceux qui gèrent commencent à faire l'inverse. Qu'est-ce qui a changé? Parce que vous arrivez 1 heure ou 2 heures du temps de retard et que vous devez augmenter les prix de 50%. Voilà, donc il y a ces problèmes-là. Les commerçants et surtout étrangers. Je ne suis pas contre les étrangers. Et puis moi, là où je suis contre vraiment, j'ai entendu le ministre de l'économie et du gouvernement central s'en inquiéter. Mais comment voulez-vous dans un pays les petits commerces là? Les Congolais ne sont plus capables de le faire parce qu'il y a une imposition des fournisseurs. Ils sont eux-mêmes producteurs, eux-mêmes importateurs, eux-mêmes exportateurs, eux-mêmes tout. Et ils viennent jusqu'à venir. Mais à l'époque, il y a nos mamans, des papas qui ont fait de l'argent ici parce qu'ils avaient des dépôts de ciment, parce qu'ils avaient des dépôts de sucre, parce qu'ils avaient des dépôts de boissons, de tout ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de dépôt, on vous l'amène à la porte. À l'époque, moi je me souviens des gens qui avaient des dépôts de boissons. Ils étaient des patrons, hein, et ils avaient des travailleurs, ils avaient tout ça. Aujourd'hui, eux, ils ont tout récupéré. Et au même moment, ils amènent tous ces véhicules là-bas dans leur brasserie et ils refusent de payer à la ville les taxes de stationnement. Donc, ils gagnent à tout point de vue. Et le pays, la ville, ne gagne rien. Et les citoyens sont dans la... Il faut faire un travail. Même on est allé dans les marchés. Quand on vous dit, ça c'est 1 kilo de ceci, mais ce n'est pas 1 kilo. Il faut un travail de normalisation, il faut un travail de conformité. Et au niveau du ministère provincial de l'économie, des petites économies, je crois que c'est ça, hein, de l'économie. C'est un travail qu'il faut faire pour que quand il y a baisse des dollars, que la population ressente cela. Et je crois qu'il y a des mesures que le gouvernement central essaie de prendre, mais il faut aussi au niveau de la province qu'il y ait des mesures qui puissent être prises. C'est ça. C'est ça, parce que quand on voit les tableaux, c'est affiché partout, la banque affiche autre chose, la cité affiche autre chose, et tout le monde est dit. Oui, mais écoutez, moi, je ne sais pas. Pour moi, tout le monde ne peut pas être cambiste. Surtout ça. Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin, vous prenez votre carton, vous dessinez les dollars. Non. Il faudrait que les autorités puissent réglementer cela. Et là, on aurait une discipline. Comment voulez-vous dans tout le coin de la capitale, après chaque parcelle, et tout ça. C'est une ville de revendeurs. Mais il y a des avenues. Moi, j'ai essayé de faire l'avenue Elengue à pied. Mais c'est dans chaque parcelle qu'on vend. Qu'on change les dollars. Non, pas seulement de dollars, on vend au moins quelque chose. Si ce n'est pas des mangues, des gâteaux, si c'est pas... mais c'est pas normal. Tout le monde est commerçant. Tout le monde est commerçant, tout le monde est vendeur, c'est parce que il n'y a pas de travail. Pourtant, il y a du travail à donner aux gens. C'est aussi un autre problème qu'on va évoquer. Merci beaucoup, Excellence. Un autre problème, vous êtes politique également. Il y a eu la démission du président de l'Assemblée nationale après ce tourment avec la pétition du député de l'UDPS, Tristan Bindoulé. Est-ce que cette démission du président Caméré va un danger pour l'Union sacrée parce que c'est un partenaire de taille? Écoutez, c'est toujours difficile de parler des autres, hein. Surtout quand il s'agit d'un grand leader politique comme Vital Caméré. Vital Caméré. Personnellement,
j'ai eu mal. Ça, je vous parle. En tant qu'humain. Pas en tant qu'humain, par le cœur. J'ai toujours eu beaucoup de respect et beaucoup d'affection pour le président Kamere. Autant j'ai les mêmes sentiments pour le président de la République. Parce que j'ai aimé ce qu'ils ont fait. Et ils ont tenu ces temps et ils tiennent encore parce que le président de la République a dit qu'il reste son allié. Moi, ce que je n'ai pas apprécié, c'est le fait que les gens qui n'ont rien à voir dans cette histoire commencent à donner leur point de vue. C'est-à-dire, vous êtes un opposant. Attaquez-vous à l'action gouvernementale. Et non pas aux personnes. N'entrez pas dans la gestion des structures comme l'Union Sacrée. Moi, je ne suis pas de l'Union Sacrée. Je ne vois pas pourquoi je vais juger ou porter des points de vue sur la gestion de l'Union Sacrée. Mais je constate qu'il y a deux grandes personnalités de notre pays qui ont eu deux grands partis, qui tous deux étaient des candidats présidents de la République, qui se sont entendus pour faire un ticket gagnant et ils ont réussi. Et ils continuent à gérer le pays positivement jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est l'aspect positif. Et ça, les gens ne le disent pas. Ce qui vient d'arriver au président Kamere, moi, je pense que c'est la conséquence tout simplement de ce qui a été hier quand il était directeur du cabinet du président. Il y a des gens qui ont gardé une certaine haine. Ce n'est pas la haine, ce n'est même pas la vengeance, ce n'est même pas l'animosité, mais je peux dire un certain dédain. Voilà, la ligne normalement était aïe pekuna. Caraillé. Mais ouais, c'est ça. Donc les gens ont eu ça sur la personne du président Kamere. Et ils ont pensé que bon, si on l'enlève, on va arranger quelque chose. Mais moi, je crois plutôt qu'il était un président compétent. C'est difficile de gérer notre pays ici en ayant une compétence à 100%. Il y a toujours des égarements, des petites erreurs qu'on peut faire. Et c'est toujours malheureux qu'on fasse payer les gens au cash certaines erreurs et également que nous pouvons commettre dans l'exercice de nos fonctions. Je crois que ce qu'on reprochait à Kamere, ce n'était pas aussi si grave pour en arriver là, parce que c'est un allié du président de la République. Moi, je crois que plutôt il faut avoir un souhait. Le souhait repose dans ce que le président de la République a dit. Il dit que pour lui, le président Kamere reste son allié. Et puis en politique, il n'y a pas de mort politique tant que quelqu'un vit. Je crois que le président Vital Kamere respire encore. Et tant qu'il respire, il sera sur la scène politique, il est là. Comme il a dit, ce n'est pas la fin du monde. Il ne peut pas sacrifier. Moi, j'aimerais qu'il soit avec le président de la République jusqu'à la fin de leur mandat, de la mission qu'ils se sont donnée. Malgré ce que les autres qualifient d'ingratitude, d'acharnement, humiliation même. Mais écoutez, mais l'homme politique est fait pour être humilié. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a... Qu'il continue à garder son calme. L'action publique. Écoutez, si on ne parle pas de vous, au moins Kamere a la chance, on parle de lui à tout moment. J'aimerais qu'on parle aussi de moi comme Kamere. Ça fait 2 fois qu'il soit menacé à l'Assemblée. Mais chaque personne a ses particularités. Je crois que là, en termes de critique, je pense que le président Kamere a un petit problème. Je dis je pense, je ne dis pas que c'est évident. C'est-à-dire, il est capable de conquérir le pouvoir en toute humilité en se disant je joue le second rôle. Mais dans le fait de l'action, ils se disent que je suis légal au numéro 1, ou bien ils se disent j'ai ma liberté, j'ai mon indépendance d'esprit par rapport à ça. Bon, maintenant, il faudrait que les autres partenaires le comprennent. Peut-être que ils le comprennent,
Mais les politiciens n'agissent pas toujours seuls. Il y a d'autres, on venait de dire, tout ça. Alors c'est pour cela qu'il a échoué avec Kabila, il vient d'échouer avec Tshisekedi. Donc là, c'est peut-être des erreurs, parce que quand vous acceptez d'étendre la main et de demander à l'autre de passer devant, il faut reconnaître qu'il est devant. Vous l'avez accepté. Et il y a eu quelques égarements, sauf que je ne crois pas que c'était aussi évident. Hein? Il n'y a pas de certitude. Ok, nous sommes arrivés à la fin, Excellence. Merci de votre passage. En quelques 2-3 mots, vous avez suivi le discours du président de la République aux Nations Unies lors du 80e Assemblée Générale. Un mot par rapport à ces discours, nous sommes déjà à la fin. Bon, le discours était bon. Il était un discours... en fait, le président a fait un discours comme si c'est le peuple congolais qui est en train de s'exprimer devant le monde entier. Okay. Mais moi, j'ai retenu quelque chose. Il a dit quelque chose, ça fait 30 ans, 3 décennies que ça dit. Donc c'est la guerre là qui aura duré le plus longtemps possible. Donc cela veut dire que pendant 30 ans, nous sommes restés sans solution pour une question humanitaire aussi importante. Et que je pense que ce message-là est fort et que la communauté internationale et certains États, surtout africains, doivent se dire assez. Pourquoi est-ce que je le dis? Le Congo a été attaqué en 1978. Nous avons vu la France, le Maroc, mettre fin à cette agression, à cette rébellion. À l'époque, on appelait l'UA, on appelait, c'était OIA, Organisation de l'Unité africaine. Ils traitaient des questions concernant les États africains. Et je sais que les problèmes de FNLA, MPLA, les États étaient traités au niveau de l'OIA. Il y avait des guerres de Biafra. Il y avait des États qui ont intervenu pour mettre fin, par exemple, au Biafra. Même l'ANC en Afrique du Sud a bénéficié de l'apport des États. Je ne comprends pas pourquoi au niveau de l'Afrique, les États qui sont puissants militairement ne peuvent pas aider la République démocratique du Congo. Qui les a aidés à l'époque à mettre fin à cette rébellion? Parce que c'est une question militaire. C'est une agression militaire. On a affaibli la République démocratique du Congo. Il faut que les autres pays puissent les comprendre. Et le discours du président va dans ce sens. Et là, ce que j'ai aimé, c'était la voix du peuple congolais. Et surtout pour les 30 ans, c'est trop. 3 décennies, c'est trop. Parce que même la guerre mondiale n'aura pris que la première fois 4 ans, 14-18. Après 40-45, il n'y a pas une guerre qui a duré autant que... Il y a des guerres, hein. Il y a la guerre du Sahara, hein, et puis notre guerre ici qui... En fait, ce n'est pas une guerre, mais c'est une agression armée. C'est ça qui dure depuis 30 ans. Excellence, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Un dernier mot par rapport à l'émission? Non, bon, il n'y a pas de dernier mot puisqu'on s'est promis de revenir. Par rapport à l'émission de ces jours. Parler, parce que j'aimerais qu'on puisse parler de la fiscalité de la ville province de Kinshasa, oui. De maximisation des recettes, parce que, bon, en fait, ce que nous faisons, ce n'est pas de critiquer ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ce n'est pas de les encenser non plus, mais il faudrait qu'on mette le débat de la gestion de notre ville, de notre pays, au lieu de discuter des questions qui n'ont pas de sens. Comme je venais de le dire, par exemple, l'opposition, il devrait faire des contre-propositions, parce que c'est des contre-pouvoirs, à l'action, plutôt que de s'intéresser, Kabila Kamer est parti, c'est pas les refaire. C'est une grande famille. Ça, c'est
principal à faire. Vraiment, merci beaucoup, Excellence. Comme je le disais, c'est un plaisir de vous savoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le peuple s'exprime. Nous recevons, comme je le disais tantôt, l'ancien ministre de Transport, également de la Culture et Tourisme, Rodim Pika Massamba. Avec lui, nous avons parlé de la gestion de la ville de Kinshasa sur le plan de transport, en salubrité, en sécurité, et aussi le taux de dollar qui spécule sur le marché. Le discours du président de la République, sans oublier toutes les questions d'actualité, mais on n'a pas fini parce que le rendez-vous est pris pour prochainement où nous allons parler de la fiscalité par rapport à la gestion de recettes dans la ville-province de Kinshasa. Donc, on se retrouve prochainement dans le cadre de cette émission. Au revoir. Linga kiyo mingi, Janina. Damu msajala kalamu. Saba ndako beba pakiti za asubuhi, pakiti buka la